L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Quand on est une femme, on se soucie toujours d'où viennent nos protections hygiéniques et qu'est-ce qu'on met réellement au contact de notre corps. Il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre assez surprenante dans ce domaine, Théo. Alors du coup, Théo, je te laisse te présenter. Je m'appelle Théo, j'ai 19 ans, je suis étudiant, mais j'ai aussi créé mon entreprise à côté pour réaliser mon rêve, qui est vraiment l'intimité féminine saine et écologique, et pouvoir améliorer les choses sur des produits qui sont vraiment essentiels et très peu améliorés aujourd'hui. Trop bien, bah écoute, très beau projet Théo. Pour commencer, je te propose de faire un petit jeu, quelques questions du tac au tac. Avec plaisir. Qui vont concerner ton entreprise. Alors pour commencer, t'es plutôt école ou start-up ? En vrai, je fais aucun des deux. En vrai, je suis plus proche de la start-up, mais il y a certains trucs que je n'aime pas dans la start-up et pareil dans l'école. Donc, Ok. Plutôt autodidacte ou mentorat ? En vrai, pareil, je suis au milieu. En vrai, l'autodidacte, c'est très important parce qu'il faut être ultra débrouillard. Mais en vrai, te mentorer, tu prends de l'expérience sur les autres et en vrai, très intéressant, surtout à notre âge. Ok. Et solopreneur ou cofondateur du coup ? Je suis solopreneur. Mais co-founder, c'est génial. Ça a ses problèmes, mais c'est cool aussi. Alors parlons de Loubia, plutôt service ou produit ? En vrai de vrai, j'ai le seum de le dire, mais on est une boîte de service. Je suis désolé, on est une boîte de service. On est limite une agence, mais... Ok. B2B ou B2C du coup ? B2B by far. Oh là là, le B2C, c'est horrible. Les clients, ils sont problématiques. Il y a des problèmes de prix qui sont encore plus durs que dans le B2B. Alors que B2B, tu convaincs une personne et après, tu peux signer des plus gros contrats. Il y a de la confiance, il y a de la relation à long terme. B2B by far. Ok. Parlons de la vision plutôt, expansion locale ou internationale ? International. Moi, je pense qu'on doit toucher les humains en général et pas se limiter, tout en produisant local. J'ai une strat que je vous expliquerai pour travailler local à l'international. Business model en récurrent ou one shot ? Récurrent. Oh, récurrent, qu'est-ce que c'est apaisant. Oh là là, on dort si bien en B2B, je vous promets, on signe des contrats à l'année. On sait que l'année d'après, on peut déjà se payer. Non, c'est magnifique. Voilà. C'est trop bien. Et pour rebondir, argent ou mission ? En vrai, mission. Parce que si tu suis ta mission, l'argent viendra avec. Ok, trop bien. Trop bien répondu, merci Théo. Plaisir. Top. Bah, justement, pour développer un petit peu toute ton entreprise, raconte-nous d'où vient Loubia, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vends Et en fait, l'histoire est assez longue, mais pour la raconter, mon rêve, c'est dans l'intimité féminine saine et écologique. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans. Je suis parti en vacances avec ma copine. À un moment, on se retrouve, elle allait à la piscine. Et à ce moment-là, elle avait ses règles. Donc, naturellement, elle a mis un tampon. Ouais. Et en fait, elle m'a donné l'applicateur pour que j'aille le jeter à la poubelle, parce que sûrement, j'ai pas trouvé de poubelle. Et du coup, je me retrouve à me le mettre dans la poche. Okay. Et la semaine après, quand je retourne en cours, je le ressors en me disant, mais mince, ça aurait été tellement pratique de pouvoir le jeter directement dans les toilettes. Ouais. Et du coup, pendant 2 ans, on fait de la R&D sur des applicateurs à tampons qu'on pourrait jeter dans les toilettes. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre des problèmes de précarité menstruelle. Un peu moins de 4 millions de Françaises en France aujourd'hui. Selon réglementaire, je prononce les sources comme ça. Des problèmes écologiques, parce qu'aujourd'hui, les applicateurs sont faits soit en plastique, soit en carton. Il y a du blanchiment en chlore, il y a des plastiques, il y a des produits chimiques. C'est le zbeul, parce qu'on met dans les protections périodiques, mais ça, c'est un autre souci. Ouais. Et les problèmes de santé. Parce que, petite question, je te pose, je retourne le format. Vas-y. Est-ce que tu sais s'il y a une réglementation sur les protections périodiques aujourd'hui ? En vrai, j'imagine, parce qu'il y a des réglementations sur tout. Mais j'avoue que je ne suis pas du tout informée, tu vois, alors que je suis la première concernée ici. Je ne suis pas du tout informée sur ce qui se passe. Je suis fier de t'annoncer qu'il n'y a aucune réglementation sur les protections périodiques. Et que demain, je prends une serviette, je mets de la terre dedans, je te la vends. J'ai le droit de le faire et je ne suis même pas obligé de te le dire. Ah ouais ? Et ouais, c'est un peu une folie. Mais il n'y a aucune réglementation. Parce qu'en fait, c'est pas un produit alimentaire. C'est fou. Ouais. C'est pas un produit médical. C'est pas un produit d'hygiène. C'est pas un produit médical en soi ? Non. C'est rien de tout ça. On fait, malheureusement, les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent sur les protections périodiques. Ok. Là, il y a un premier décret. Depuis le 1er avril, les fabricants doivent annoncer ce qu'il y a dedans, mettre sur les paquets. Sauf que ça n'a pas besoin d'être exhaustif. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Mais du coup, comment est-ce que les entreprises peuvent être transparentes envers les consommateurs ? En vrai, c'est une question d'honnêteté et d'à quel point ils recherchent. Je sais que nous, quand on est allé visiter notre usine, on avait un cahier des charges de
faut pas que ce soit pas ça, et qu'on ait des tests de vérification. Et c'est pour ça que maintenant, si nos clients nous demandent mais vous êtes vraiment bio, c'est quoi vos certifications, on peut leur envoyer les papiers, les certifications de ce côté-là. Et bah là, par exemple, pour le client qu'on a signé, on lui a envoyé ça. Et du coup, j'imagine que ça l'a rassuré dans le fait que ce qu'on mettait en place et ce qu'on faisait, c'était les bonnes choses. Et nous, on veut vraiment être transparent parce qu'en vrai, on n'a rien à cacher, quoi. Ouais, bah tant mieux, enfin, c'est que du positif pour toi, quoi. Donc du coup, Loubia en soi, c'est un service, vous vendez quoi exactement? Et bah, aujourd'hui, en fait, on propose aux entreprises et aux établissements scolaires des distributeurs de protection périodique en libre service pour améliorer le bien des collaboratrices, réduire le stress au travail et aussi réduire la précarité menstruelle. Ouais. En mettant uniquement à disposition des protections périodiques en coton 100% bio pour avoir le meilleur impact sur la santé, de ne pas utiliser de blanchiment en chlore, pas de plastique, pas de produits chimiques, pour aussi avoir l'impact écologique le plus faible, produire le plus proche possible. Ouais. On produit nos distributeurs à Rennes et là on travaille pour potentiellement les faire à Nantes. Et on en fabrique même sur l'île avec un autre entrepreneur, artisan. Et nos protections périodiques sont fabriquées à Barcelone. Et on s'est engagé dans notre mission à réinvestir nos bénéfices dans la recherche et développement de protections périodiques plus saines, plus écologiques, à commencer par ce fameux applicateur qu'on veut jeter directement dans les toilettes. Ok, donc tout part de ces vacances avec ta copine, tout avec l'applicateur. C'est assez fou de se dire que une entreprise peut venir d'une idée de vacances, d'un problème plutôt. Enfin, c'est fou. Et pourquoi Loubia, du coup, c'est quoi le nom Loubia? Le nom Loubia, c'est vrai que je me suis rendu compte après, mais en fait en arabe, si je dis pas de bêtises dans le nom de la langue, ça veut dire haricot. C'est un plat en fait. Et du coup maintenant, quand on tape Loubia, il y a des photos et des images d'haricots. J'ai fait le test hier, je me suis dit, c'est trop bizarre. En fait, j'ai pas fait l'erreur exprès. En gros, le nom original s'appelait Vulva, mais on n'a pas pu déposer parce qu'il y avait une entreprise qui s'appelait Vulvae qui avait déposé et qui voulait fabriquer des tampons et qui nous a dit non. L'entreprise a fermé aujourd'hui, ce qui est dommage pour eux et dommage pour nous parce qu'on n'a pas pu avoir le nom du coup. Mais du coup, j'ai recherché, en fait, labia en latin, ça veut dire les lèvres de la vulve. On a pris le U de vulva, on l'a mis sur le labia et du coup, ça donnait Loubia, ça a gardé ce côté doux. Et quand j'ai déposé, je savais pas que ça voulait dire haricot, quoi. Mais c'est cool. En vrai, c'est marrant, c'est une petite anecdote. C'est une petite anecdote et on récupère des recherches. Je pense aux mamans qui doivent rechercher ça et qui doivent dire mais pourquoi je tombe sur des serviettes et des tampons alors que chercher les haricots pour faire mon plat. Donc particulier mais intéressant. Je sais pas si on aura des clients grâce à ça, mais un jour peut-être. Ce serait une sacrée anecdote. Pour le coup, je pense qu'il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme dans l'industrie de l'hygiène féminine, tu vois? Parce que c'est pas courant que les hommes s'approprient nos problèmes, tu vois. Souvent, ils passent un peu outre. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens légitime de ça? Parce que du coup, t'es pas directement concerné par ce que tu proposes. Comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est très tendancieux parce que on me l'a déjà dit, Théo, t'as rien à faire là, c'est pas ta place. Tu comprends rien, tais-toi. Ou alors, une fois, elle m'a dit, en fait, t'es qu'un mec se faire de l'argent sur le dos des femmes. On en a sorti beaucoup. Mais en fait, la légitimité, je l'ai cherchée auprès d'autres personnes. Je l'ai pris en discutant avec des gynécologues, des sages-femmes, en faisant des recherches, en recherchant dans les documents de l'ANSES. Vous pouvez regarder ANSES, études de protection périodique. Il y a 150 documents en PDF. C'est là que du coup, on a remarqué qu'il n'y avait pas de réglementation. Et c'est chiant, mais il faut le faire. Et en vrai, c'est important parce que moi, j'ai découvert toutes les protections périodiques de manière précise à 17 ans quand j'ai eu ça. Mais après, j'ai appris de plus en plus et j'ai essayé d'élargir mon scope en apprenant sur le SOPK, sur l'endométriose, sur les menstruations, les différents flux, les différents timings, les différents cycles, comment ça se met en place pour en fait comprendre tout et pas paraître pour quelqu'un de juste ça. En fait, je connais mon sujet, je l'ai appris et maintenant ça m'arrive beaucoup moins. C'est justement vu comme positif parce que j'arrive à normaliser le sujet et j'en parle même avec des personnes qui ne connaissent pas de protection périodique, qui ne savent pas ce que c'est et à leur en vendre. Du coup, techniquement, c'est que pense à ça. Ok. Trop beau, parce qu'en introduction, tu disais que c'était ton rêve, tu as réalisé ton rêve d'aider les femmes pour leurs problèmes menstruels. Comment est-ce que tes proches ont réagi, tu vois, face à cette annonce? Est-ce que du coup, ils n'étaient pas étonnés de dire, ok, normal, Théo, il va travailler pour les femmes, pour les femmes, tu comprends bien? En fait, j'ai toujours eu plein de choses, j'ai toujours fait plein de trucs, j'ai toujours accumulé plein de choses. Avant, je faisais sport-études. J'étais gardien de but au stade de Reims, donc j'ai toujours fait plein de choses. Donc j'ai tout le temps été très avenant à faire plein de choses et je suis le second de la famille, donc toujours celui qui est un peu problématique, qui fait plein de trucs, qui est un peu partout. Je fais des dessins, de la peinture, du piano, j'ai toujours fait plein de trucs. Et j'ai des histoires un peu entrepreneuriales qui m'ont suivi. En maternelle, j'avais appris à fabriquer des bâtons bébés en origami. Et j'en ai fabriqué 100 et mon objectif c'était de la vendre devant la boulangerie de mon village.
bisous à Tessie. Et j'avais jamais réussi à en vendre. J'ai réussi à en vendre une seule fois à une seule personne, c'était ma mère. Donc bisous à ma mère pour ça. Mais il y a toujours cette histoire où j'ai toujours eu un peu ce côté vendeur. J'ai toujours voulu faire du commerce. Ouais. Et en fait, j'ai une vision des choses qui est quand il y a un problème, on doit y apporter une solution. Ouais. Aujourd'hui, les protections périodiques, c'est un gros problème, c'est un besoin qui est essentiel et il n'y a pas assez de solutions à mes yeux, ou pas assez de possibilités d'offrir la bonne réponse. Parce que chaque femme a des menstruations différentes, chaque femme a des règles différentes, chaque femme a un corps différent et c'est important de pouvoir bien le comprendre et essayer d'apporter une solution à la fois générique pour que ça puisse convenir au plus de personnes, mais à la fois qualitative et saine. Et du coup, en fait, travailler pour les femmes ou travailler pour un autre projet, ça n'aurait pas fait grand-chose pour ma famille. Je me dis, il a encore une idée, il va le faire et c'est tout quoi. Et du coup, tu dois faire ça toute ta vie, vu que tu dis que tu fais plein de choses. Est-ce que un jour, tu voudras, je sais pas, aider les hommes dans leurs problèmes? Enfin, tu vois, je sais pas, est-ce que… En fait, le sujet a beaucoup évolué de mon côté. Au début, je pensais juste lancer et après un peu lâcher les rênes parce que ce que j'adore beaucoup, c'est l'émulation du départ. C'est fou le début. Ouais, c'est trop bien. Il y a plein, c'est des montagnes russes, c'est ça, positif, négatif. À un moment, t'as envie d'abandonner le lendemain, t'as une nouvelle de malade. Tu fais des rencontres de fous et en vrai, c'est génial. Mais plus j'avance, plus je m'attache au truc et je me dis que, en vrai, là aujourd'hui, j'ai plus envie de faire un énorme truc, un vraiment international où on peut aider à peu près partout. L'objectif, c'est vraiment à terme de devenir producteur de protection périodique, d'avoir une usine pour les produire, d'innover, faire des innovations incrémentales, ce qui va prendre 5, 10, 15, peut-être 20 ans. Mais après, j'ai plein d'autres idées à côté que je pourrais peut-être monter si j'ai plus de temps. Peut-être qu'une fois que l'équipe sera bien mise en place et que j'aurai peut-être moins de tâches opérationnelles à faire, j'aurai peut-être plus de temps pour me dégager pour d'autres trucs. Mais j'ai kifferais trop reprendre une entreprise au tribunal, essayer de la remonter, essayer de sauver des emplois, essayer de continuer d'industrialiser d'autres secteurs. En fait, j'ai plein d'autres idées pour améliorer. Ce qui m'a fait rire, c'est que du coup, là, on a un stagiaire en informatique et j'avais une idée que je t'ai notée dans mon bloc-notes et il m'a annoncé la même idée. Trop bien. Et du coup, je sais pas si on va le faire, mais en tout cas, il y a pas mal de trucs, pas mal de synergie. Mais c'est trop bien, ça veut dire que vous avez la même vision. Tu vois que toute l'équipe est au taquet, tout le monde a la même vision, donc forcément, ça ira loin, quoi. Ouais, et ce qui est étrange, c'est qu'il y a plus de mecs qui veulent nous rejoindre que de femmes. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi. Ok. Mais ça, justement, je me suis posé la question, ton équipe, c'est quoi les… Genre, il y a combien de femmes, combien d'hommes? Parce que du coup, t'es pas tout seul dans le projet C'est ça. Aujourd'hui, on est 4, on est même 5. Okay. En ce moment, on est 5. Sur les 5, il y a 4 mecs, une femme. Ok. Cet été, on a déjà 2 stagiaires hautes qui sont validés. Ouais. C'est 2 hommes, on va être 6 mecs, une femme. En fait, après, le truc, c'est que en fait, ils sont très avenants, ils sont très proactifs et ils veulent bien faire tout ça. Ouais. Et en fait, il ne faut pas croire qu'on sélectionne que des hommes. C'est qu'en fait, la plupart du temps, et c'est peut-être je sais pas si c'est générationnel ou ça, beaucoup de mecs prennent l'initiative de nous contacter. Et peut-être que je ne sais pas si les femmes sont moins à l'aise à le faire ou se disent qu'il y a peut-être moins d'opportunités. Mais moi, il y a beaucoup de mecs qui se disent je peux lui demander, il n'y a pas un stage, un truc qu'on peut faire ensemble. Et du coup, peut-être qu'ils se sentent plus à l'aise aussi, du coup. Peut-être qu'ils sont plus à l'aise à demander. Ouais. Et du coup, en fait, là, je suis trop content parce qu'on a eu une demande d'une femme pour un stage cet été. Et elle a l'air super, donc je la rencontre la semaine prochaine. Donc, j'espère du fond du cœur que le fit passera bien. Mais c'est vrai que moi aussi, en fait, j'aimerais bien qu'on soit pas forcément paritaire, mais qu'on fait, on soit uniquement au talent. Ouais. Et c'est pour ça que les compétences, une idée, vu qu'en ce moment on recrute pas, mais c'est potentiellement faire des CV anonymes. C'est-à-dire qu'en fait, sur le CV, on leur demandera de retirer nom, prénom, photo, pour qu'en fait, les gens qu'on prenne en rendez-vous soient uniquement basés sur les compétences, uniquement basés sur les lettres de motivation, et que du coup, on puisse pas en fait sélectionner quelqu'un parce que même si on le fait pas exprès, il y a forcément toujours un petit truc qui peut faire une différence. Et du coup, en fait, on retire tout et on prend juste les gens en compétences. Tu as le meilleur CV, tu viens en rendez-vous, si le fit passe bien, on prend indépendamment de ton sexe, ton âge, ta couleur de peau, ta taille, ton truc, je m'en fous. Ouais, ok. Je veux la meilleure équipe. Et je m'en fous de leur couleur de peau, l'âge, le sexe, ton orientation sexuelle, t'aimes les hommes, les mecs, les femmes, les pans, les écouteurs de combat, je m'en fous. Et comment tu fais, comment est-ce que tu as appris à manager une équipe du coup? Parce que j'imagine qu'on n'apprend pas ça à l'école. Moi, j'apprends pas ça à l'école. Parce que du coup, tu as 19 ans, c'est pas forcément inné pour tout le monde, tu vois. À partir de quand tu as eu tes premiers collaborateurs? Comment tu les appelles? Tu vois, comment ça se passe quand vous travaillez ensemble? En fait, déjà, ils sont plus vieux que moi. Okay. Ça, c'est drôle, ça me fait rire. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça me fait rire. Je pense que le manager, j'ai jamais spécifiquement appris. La seule situation où ça m'est arrivé, c'est quand j'étais au Stade de Reims, gardien de but, il y a ce côté où on doit un peu manager la défense, tout ça, et un peu gérer des hommes, travailler dans le collectif. Donc j'ai toujours travaillé dans le collectif et su un peu quelle a été ma place, tout ça.
Mais en fait, ce que j'aime beaucoup faire, c'est laisser les gens exploiter leur potentiel. Je ne suis pas le meilleur, j'ai 19 ans, je n'ai pas des compétences, je ne suis pas expert dans mathématiques. Je ne sais pas pour les autres. Et je me vois plus comme le meilleur un bon coach avec la meilleure équipe que le meilleur joueur. Dans ma vision de l'équipe que j'ai envie de construire. Carrément. Et du coup, quand les personnes viennent, je suis plus là pour leur dire j'aimerais qu'on aille dans cette direction ensemble. Comment est-ce que toi tu vois le chemin? Et je ne suis pas là pour dire nous on va faire ça et on va passer là. Je n'ai pas la réponse. On est là pour les trouver ensemble. Et si je recrute des personnes, c'est parce que je pense qu'eux peuvent avoir les réponses aux questions pour nous amener dans la bonne direction. Ouais, ok. Je vois. Mais du coup, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir en France, genre dans les entreprises traditionnelles, un peu, tu sais, les entreprises adultes. Ouais, c'est ça. Quand c'est vraiment des adultes qui créent des entreprises, c'est très descendant quand même. Ouais. Et là, c'est intéressant de se dire que on est jeune et on veut de plus en plus d'échanges et tu vois vraiment. Après, je sais pas si le modèle marchera très, très longtemps ou comment il fonctionnera à l'avenir. Ouais. Mais en fait, j'ai jamais travaillé dans une entreprise aujourd'hui. J'ai jamais fait de stage en entreprise. J'ai fait un stage de 3e de 1 semaine. Ah ouais. Et je suis pas sûr que ce soit suffisant pour apprendre les fonctionnements d'une boîte. Ouais, Et du coup, j'ai envie de créer une boîte dans laquelle je me sens bien vivre et les gens pourraient bien travailler et bien vivre en même temps, sans mettre en place la semaine de 4 jours. Et comment tu fais du coup vu que tu n'as jamais eu d'expérience d'entreprise tout seul? Tu foires. Tu foires, tu testes et tu reprends. On travaillait un moment avec des collaborateurs en freelance qui sont partis parce qu'il manquait un peu d'organisation, ça manquait de choses, mais on apprend. Et voilà, on sait que je vais faire plein d'erreurs. Moi, je suis en train de faire des erreurs parce que plus je fais des erreurs, plus j'apprends. Et donc, plus vite j'en fais, plus vite j'apprends et plus vite je grandis et plus vite on fait on multiplie ça. Et du coup, je sais qu'on va faire des erreurs. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que j'ai 19 ans et dans l'entreprise, ils ne sont pas surpris et ils savent. Et donc, si on fait une erreur, on la note, on apprend, on rectifie et ensuite on avance. Et il n'y a pas de souci. Et j'adore les gens qui font des erreurs. Et juste bouffer des erreurs, faites des erreurs. Passez votre vie à faire des erreurs. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de grandir, le meilleur moyen d'apprendre. Et moi, j'apprends tous les jours et jamais je serai parfait. C'est marrant que tu dises ça parce que la dernière fois, je disais à mes copines justement, parce que j'ai plein d'amis qui veulent faire plein de projets, sauf qu'elles osent pas, tu vois, elles savent pas trop comment faire. Et je leur dis, mais commencez le plus tôt possible. Comme ça, de toute façon, il faut tomber pour apprendre à se relever. Ça, c'est ma devise, je le dis tout le temps. Il faut vraiment tomber pour apprendre à se relever. Et plus vite vous vous relevez, plus vite vous allez réussir à faire quelque chose et à atteindre vos objectifs, tu vois. Comment est-ce que tu fais du coup pour trouver des personnes dans ton équipe qui ont la même vision que toi? Parce que forcément, ceux qui ont peut-être cette vision, c'est peut-être les personnes qui vont entreprendre de leur côté. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu trouves des talents comme ça qui veulent rejoindre une équipe, un projet déjà existant, alors qu'ils ont cette vision-là? En vrai, on a quand même vachement, j'y pense là tout de suite, on a des profils vachement entrepreneuriaux. Même dans nos commerciaux, il y en a un qui est en train de monter sa boîte à côté. Et du coup, en fait, on a rapidement ce côté-là. Et après, je pense que c'est le goût de la start-up en général. La plupart des gens qui jouent en start-up ou qui travaillent en start-up, je dis jouent parce que j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu. Même si, on pourra revenir sur le sujet, moi j'ai l'impression de jouer à un jeu. Et ça peut être problématique à un moment, mais pour l'instant j'ai l'impression de jouer à un jeu. Mais du coup, en fait, quand on goûte à la start-up, à ce monde-là, il y a ce côté où en fait, si tu travailles dans une start-up, c'est moins risqué de la monter. Mais par contre, ça donne des idées sur comment est-ce qu'on peut en faire. Et en fait, par exemple, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens il y a un mouvement qui s'est lancé sur Paris, c'est les bras droits de CEO. C'est là où j'ai rencontré en plus mes commerciaux. Et en fait, c'est des personnes qui travaillent aux côtés d'entrepreneurs, qui ont lancé leur boîte depuis quelques temps et qui juste apprennent le métier en fait, sur le terrain et qui derrière veulent lancer leur projet. Et donc il y a ce côté où en fait, on peut minimiser le risque tout en continuant à faire un truc qui nous plaît, à nous passionner, parce que l'entrepreneuriat et le côté un peu start-up, ça va vite tout ça, on n'est pas obligé de le vivre dans son projet pour être comblé et être heureux. Mais comment est-ce que je fais pour trouver des talents aujourd'hui? Je vais être honnête, je pense que je suis l'un des hommes les plus chanceux du monde. Parce que ma bras droit, Sarah, absolument incroyable, elle est amoureuse du projet, elle fait des trucs de fou et je ne pensais pas que c'était possible d'avoir autant d'investissement sans aucune rétribution quelconque. Elle fait un travail absolument phénoménal et je la remercierai toujours pour ça. Et que j'ai rencontré, en fait, j'ai juste mis une annonce dans sa fac. Et en fait, elle était au lycée avec moi, elle avait un an de plus que nous. Et du coup, elle a dit putain, je me rappelle de toi et tout, c'est trop bien qu'on bosse ensemble. Donc, génialissime. Donc, pareil, première chance. Après, c'est les gens dont on parle. Et sinon, là, pareil, j'ai un commercial que j'ai rencontré de bras droit de CEO à un événement à Paris,
qui derrière est venu avec un pote à lui, donc ils sont un peu directeurs commerciaux, ils nous apprennent sur toute la partie stratégie commerciale, développement, tout ça. On travaille sur des livres blancs pour mieux former les prochains qui rentreront chez Loubia. Là, on a mis en place tous les outils, donc on travaille sur plein d'actifs de l'entreprise qui pourront bien à long terme, donc pareil, chat. Et sinon après, c'est les gens qui nous contactent, je pense à ceux qui parlent de nous, si on dit du positif de nous dans les médias, ils peuvent nous recontacter derrière, tout ça. Quand on intervient, on fait des conférences, tout ça. Là, je t'ai fait une conférence il y a 2 jours à l'ISTC sur le rendez-vous de l'employabilité pour aider les étudiants en L1 à apprendre à être mieux en fait, trendy sur le marché de l'emploi. Et on ne va pas seulement recruter des stagiaires de ce côté-là. Donc il y a vraiment ce côté un peu chance et tenter des choses. Ouais, trop bien. Et ça te fait pas peur d'avoir que des profils entrepreneuriaux un peu dans ton équipe? De se dire, finalement, ce ne sera pas des collaborateurs peut-être fidèles, tu vois, à un moment donné, ils vont tous prendre leur envol. C'est une très bonne réflexion. En vrai, je te pose un peu un... Ouais, non, mais en fait, t'as raison, ça me fait un peu peur dans le sens où j'aime bien construire des choses dans le long terme. Et il y a un peu ce côté où ma boîte, j'aimerais que ce soit un peu aussi ma famille, sans qu'on soit meilleurs potes non plus. Hein, c'est pas obligé de. C'est pas le Loup de Wall Street, on sera pas à coke et pute toute la journée. Mais juste avec des gens avec qui je me travaille, je me sens bien et j'aimerais bien me projeter dans le long terme avec eux. Même si en fait, à partir du moment où dans le contrat de base, on sait qu'il y a une date limite. Je l'accepte et on est là pour travailler ensemble et grandir. Mais ils feront toujours partie de l'histoire. Je me rappelle toujours des personnes qui étaient là au début. Quand l'année dernière, on a créé, j'étais avec 2 stagiaires femmes, et du coup Sarah et une autre. Et en fait, je rappellerai toutes les personnes qui ont impacté, même si c'était à court terme, elles ne sont pas restées très longtemps, elles ont été essentielles et elles font toujours partie de la chose. Et j'aimerais bien recruter des profils un peu entre les deux, ou des personnes qui n'ont pas forcément de profil entrepreneurial, mais ont envie de travailler en start-up parce que le dynamisme, tout ça, ça leur plaît. Ils n'ont pas envie de monter leur boîte, mais ils aiment bien le côté de tout ça et ils pourraient justement être là à long terme et se donner à fond. Donc ça va venir. Là, on va commencer à faire des recrutements pour alternance commerciale en septembre, profil du coup que je recherche, pour vraiment créer quelque chose sur le long terme, avoir quelqu'un qui puisse monter en compétences, faire de l'alternance, CDI derrière, monter et vraiment qu'après on suive très très longtemps. J'ai vraiment envie de créer un noyau très très solide de personnes sur le long terme. Donc là, pareil, Sarah, j'aurais kiffé la prendre en CDI pour lui proposer des trucs plus, mais elle va potentiellement faire un master, ce qui est normal, avant ça. Mais je sais qu'elle fera toujours partie de l'équipe, comme tous ceux qui en sont partis. Ils auront toujours leur place dans mon cœur. Après, il y a le statut études aussi qui est peut-être compliqué à gérer parce que si c'est que des jeunes, et même toi, j'imagine, peut-être que tu veux faire des grandes études ou quoi, je sais pas. Mais comment est-ce que tu gères, tu vois, le fait de gérer une équipe, si cet été vous êtes 7, c'est énorme. Je sais pas, t'es en L2 du coup? Ouais. Fou, t'as L3, faut la valider, tu vois. T'as peut-être une vie de famille privée à côté, tu vois, c'est fou en vrai. Comment t'arrives à gérer tout ça? Pareil, j'ai une chance de fou. Dans le sens où je dois beaucoup à l'université catholique. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de la chance. Même par rapport à Loubia, aujourd'hui, ça commence à super bien fonctionner parce qu'on est bon timing, au bon endroit. Il y a une super demande et on y répond plutôt pas trop mal, j'imagine, si on nous fait confiance. Mais oui, carrément. On est au bon timing, au bon endroit et ça, je peux pas l'avoir mis en place avant, quoi. Mais sinon, dans la question gestion, cet été, j'ai la chance de pouvoir faire du coup mon stage dans ma boîte. Du coup, à partir du 1er mai, je suis à plein temps. Donc en fait, quand les stagiaires viendront, je serai là à plein temps. Donc ça me laissera le plus de temps pour pouvoir gérer et manager les choses. Il y a le côté où, vu qu'on est jeune, on peut encore être assez dynamique et on peut se permettre de faire des erreurs. Mais comment je gère au quotidien tout ça? Donc j'ai une vie privée, je suis en couple, tout ça, même si ma copine déteste parce que je fais beaucoup de sacrifices et c'est elle qui prend beaucoup. Ouais, alors que l'idée, du coup, c'est venu de vos vacances. L'idée est venue avec elle. Je pense qu'à posteriori, elle ne m'aurait peut-être pas donné l'applicateur si elle savait les sacrifices que ça fait, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Aujourd'hui, du coup, je suis aidé par ma fac, parce que je fais une licence plus une prépa aux grandes écoles de commerce. Donc j'avais cette ambition de faire, et j'ai toujours cette ambition de faire des grandes études derrière. Mais en fait, ma fac ne me permet plus d'aller à mes cours de licence, d'aller qu'à mes cours de prépa, et de devoir uniquement aller à mes DS et mes examens. Et donc là, je suis trop heureux parce que j'ai reçu un petit message du responsable pédagogique qui m'a envoyé bonjour Théo, vous faites partie des peu d'élèves qui ont été à plus de 70% des DS. Ce qui est un achievement, même si ça ne donne pas de points supplémentaires, malgré le fait que je ne suis pas en cours et je n'ai pas tout le temps des bonnes notes. Mais je rattrape aux examens où je donne à fond, par exemple, le premier semestre, je finis 47 sur 140, ce qui est pas mal. Pas mal, ouais. Alors qu'en microéconomie, j'ai eu 4,5. Mais j'ai rattrapé dans d'autres matières. C'est un truc que tu dois gérer au quotidien un peu, genre l'économie, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Ouais, non.
Ah ouais? Non, mais en vrai, mes cours ne me servent pas dans ce que je fais aujourd'hui. Ah ouais? Je fais une licence d'économie-finance. Et en fait, plus on avance, plus ça va vers la finance, soit de marché, soit d'entreprise, ce qui n'est pas mon domaine de métier, quoi. Ouais, J'aurais dû faire une licence de gestion à la Cato. Ça m'aurait été plus utile, pour être honnête. Mais après, ça me garde ce côté mathématique où il faut que je continue de me poser des questions de manière logique. Donc ça reste intéressant, mais non, aujourd'hui, ma deuxième année ne m'a pas servi dans ma boîte, quoi. Ok. Et c'est pas grave, parce que l'accompagnement qui est autour, l'incubateur, la bourse qu'ils nous ont donnée, le fait qu'ils soient clients chez nous aujourd'hui, il y a trop de choses qui font que en fait, je leur dois énormément, quoi. Oui, bah dans tous les cas, c'est des facilitateurs de projets un peu. Et je pense qu'il y a très peu, voire aucune école qui aurait été aussi conciliante. Ouais. Parce qu'il y a des semaines, genre cette semaine, je suis allé 2 journées en cours, une demi-après-midi, quoi. Alors que je paye 12 000 balles par an. Ouais. Mais, en effet, là, je pense, ouais. Ok. Mais non, franchement, l'école est vraiment géniale. Je les aime beaucoup. Ils ont l'air de bien m'aimer aussi. Donc c'est cool. Toujours mettre les gens dans leur poche. Ouais. Et du coup, ça devient des clients par la suite? Ouais, c'est ça. Bah là, ils sont clients, c'est nos plus gros clients aujourd'hui. On fournit Trop cool. les 7000 étudiants de la Cato. On les a pas eus, je tiens à préciser, parce qu'on était gentils avec eux, qu'on a fait les beaux yeux. On a vraiment fait un gros travail avec eux pour améliorer en fait ce qu'ils avaient déjà, parce qu'ils étaient chez nos concurrents. Ok. Et du coup, on ne pouvait pas arriver en mode on fait des prix moins chers et ça fonctionne. Ouais. On a vraiment fait une étude interne pour comprendre qu'est-ce qui s'était mal passé en fait, parce qu'il y avait des problèmes à la Cato, les étudiantes n'étaient pas au courant. 50% des étudiantes, c'est sorti de nos études, ont trouvé qu'elles sont déjà retrouvées devant un distributeur qu'elles en avaient besoin et il était vide. Ok. Il y en a pas mal qui n'étaient pas au courant ou d'autres qui n'y avaient pas accès. Et du coup, en fait, on a pris tous ces problèmes, on y a répondu, on a mis en place des distributeurs dans tous les étages de la Cato. Au début, il n'y en avait qu'au rez-de-chaussée, alors qu'il y a 5 étages à l'Université catholique de Lille. Pas pratique. Pas pratique. Non, pas pratique. Déjà le matin à 8h pour monter 5 étages, t'es pas heureux, mais alors si tu dois aller chercher une serviette hygiénique et descendre, pas pratique. Oui, non. Du coup, on en a mis dans tous les étages. En plus, on a rajouté un QR code sur le distributeur. Et donc maintenant, quand l'étudiant elle scanne, tu peux le voir là. Ça envoie directement un message aux agents d'entretien pour le recharger le plus vite possible. Ah, ok. Ça met ce bâtiment dans ce truc-là est vide. Essayez de venir le charger. Comme ça, il y a de moins en moins d'étudiants qui retrouvent vide. Et en plus, on a fait une vidéo de communication avec eux qui va être diffusée sur leurs réseaux sociaux, sur les annonces et pour les étudiantes quand elles arrivent pour savoir il y a le dispositif qui est mis en place. Vous pouvez en bénéficier, c'est fait pour vous, quoi. Ok. C'est grâce à ça qu'on les a eu. Oui, non, je doute pas du tout. Mais du coup, comment tu trouves des clients? Genre, là, tu me disais tout à l'heure en off que tu avais signé plein de nouveaux clients. Comment tu fais? Genre, tu t'appelles le siège social, tu te dis bonjour, je suis Théo de Loubda, j'ai ça à vous proposer. Enfin, comment ça se passe? Je faisais pas mal ça au début. Aujourd'hui, j'ai moins le temps de le faire. On a un peu craqué un truc, ce qui marche super bien en ce moment, c'est Google Ads. Okay. Parce qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de demandes d'un point de vue froide, on s'est dit que si on se positionnait sur Google Ads, on aurait beaucoup de retours. Aujourd'hui, pour 1 euro investi, on a à peu près 70 € de devis estimé en retour. Ok. Ce qui est monstrueux. Ouais. Et ça vaut le coup, quoi, c'est rentable. Et ouais, surtout qu'on est contacté par des boîtes. C'est lunaire. Hein. Cette semaine, on a signé le groupe Mobivia, donc Noroto, Mudas, qui nous ont contactés grâce à Google Ads. Filiale de la BNP Paribas, iCare, sur 2 sites, Boulogne-Billancourt et Le Mans, qu'on a déjà signé. On a signé aussi l'ICAM Toulouse, lycée Perrin. Donc ça, c'est énormissime. ICAM Toulouse, lycée Perrin, c'était pas avec Google Ads. C'était là les personnes qu'on a contactées ou des gens qui ont entendu parler de nous. Ouais. Donc ça, c'est génial. Mais sinon, on est aussi en train de faire un partenariat national avec Hiptown. Hiptown, c'est bureau opéré, espace de coworking à travers toute la France. Okay. Et du coup, on va pouvoir fournir tous leurs clients. Et c'est avec eux qu'on a fait un design de distributeur en bois spécifique. Ouais. Donc on avance sur plein de clients. On a fait un collège aussi à Beauvais. Donc on avance sur plein de thématiques. Donc soit on appelle, je suis en train de travailler pour justement faire tous les appels, tout ça, mailing, tout ça. Mais moi en ce moment, j'ai fait beaucoup trop d'opérationnels, j'ai moins le temps de le faire. Et du coup, je prends la plupart du temps les gens en rendez-vous. Et maintenant, en fait, je ne fais même plus les premiers rendez-vous. Je fais que les deuxièmes ou alors les rendez-vous de partenariat, les trucs où il y a vraiment besoin que je fasse des choses. Trop bien. Donc en ce moment, c'est génial. Hein. Je m'ennuie pas du tout. Hein. Mais tu te rends compte là, genre dans la France entière, il y a des gens, dès qu'ils vont aux toilettes, hop, ils voient un distributeur Loubda. C'est une folie. Est-ce que parfois tu te dis, punaise, là, en ce moment même, ça se trouve, il y a des femmes qui portent nos protections hygiéniques, genre... Waouh, je m'étais jamais posé cette question. Mais en vrai, c'est dingue, genre, de rationaliser comme ça, de se dire, ok, waouh. Enfin, en fait, là, en ce moment même, là, il y a des gens qui vivent, logique. Mais du coup, ils vivent avec moi, tu vois, et... Je m'étais pas fait la réflexion, mais oui, aujourd'hui, on a plus de 9000 femmes à travers la France à avoir accès à des protections périodiques sur le lieu de travail d'études.
Et je reçois des selfies de gens à la Cato, du coup, parce que j'en connais, C'est énorme. qui prennent des photos en mode putain, chacun des Pierre Loubia qui est là, ils m'envoient des photos, c'est trop drôle. Et justement, tu te vois où dans 3 ans? Dans 3 ans, Toi personnellement ou Loubia, hein, peu importe. Bon, en vrai, moi personnellement, alors il y a 2 possibilités. Ok. Soit j'ai dis-moi eu des tout. grosses couilles et j'ai arrêté après la licence. Ok. Et j'ai pas voulu faire de master. Gros sujet, gros dilemme interne en ce moment. Ouais. Dilemme cornélien, surtout avec mes. Enfin, j'en parle pas mal avec mes parents. Ouais. Je comprends. Et tout ça. Ou alors, du coup, je suis toujours en études, j'arrive à faire ça à côté. Mais en fait, je suis voué à de moins en moins avoir le temps pour faire les deux en même temps. Vraiment, il faut faire des choix aussi. C'est aussi le problème de commencer d'être étudiant entrepreneur, c'est plus facile quand on est sur la fin. Mais bon, ça, je le savais pas quand j'ai commencé. Mais où est-ce que je nous vois Loubia dans 3 ans? En vrai, ce serait une folie si on arrive à être, je pense, une bonne dizaine, si on a pu accompagner, en vrai, si on a 500 000 bénéficiaires à travers le monde, ce serait génialissime. Je pense qu'on aura lancé l'applicateur, on devrait l'avoir fini d'ici 3 ans. On commencera à travailler sur le projet d'usine. On a déjà été contacté pour savoir si on cherchait plutôt 90 000 ou 50 000 mètres carrés, ce qui est drôle. Quand on a à peine 5 000 balles sur compte en banque, mais c'est un autre sujet. Mais on espère à 5 à 10 ans avoir commencé ou fini à avoir un site de production en France. Et du coup, d'ici 3 ans, avoir notre première innovation sur l'applicateur pour derrière pouvoir produire nous-mêmes, avoir les volumes suffisants, accompagner et permettre au maximum de femmes de travailler dans les meilleures conditions. Bah bravo, hein. C'est trop bien. Voilà. Finesse. Donc on verra bien, on sortait avec les doigts. Ouais. On va bosser pour le faire en tout cas. Bah oui, de toute façon, ouais. On n'a rien sans rien. Mais de toute façon, c'est kiffant. Moi, je suis dans un jeu, donc ouais. je m'amuse. Parce qu'en plus, alors, vrai débat, hein. Mais vu que l'argent, c'est uniquement des chiffres sur un compte en banque, j'ai pas du tout. On se rend pas compte, ouais. On se rend pas compte. Hein. C'est une folie. Je reçois des virements de 4 000 € quand on signe des clients. Je suis en mode, bah, ok, génial. Suite. Et ça, t'as pas peur de déconnecter un petit peu Je suis déconnecté. à la valeur? Je suis déconnecté énormément de la valeur et surtout la valeur risque. Ouais. Et je pense que ça, c'est juste, c'est malheureusement et heureusement lié aussi à l'éducation de mes parents. Je suis né dans une famille aisée, j'ai pas peur de le dire. Je suis parents médecins et avocats, donc j'ai jamais eu de problème d'argent. Ce qui m'a du coup, ce qui est très bien pour moi et je regretterai jamais. Ils m'ont énormément appris, mais du coup, en fait, la relation avec l'argent et je peux prendre des risques plus facilement parce que j'ai toujours ce côté où j'ai jamais été en manque. Quand tu es en manque, c'est plus facile de pouvoir faire des investissements et prendre des risques. Oui. Et c'est un gros avantage que j'ai, qui est j'ai la facilité à prendre plus de risques. Et je me dis que toujours, même si j'ai plus d'argent sur mon compte en banque, je pourrais rebondir ou trouver des solutions. Et ça, c'est une chance que j'ai énorme et qui est du coup très difficile à outrepasser si on n'est pas du tout sensibilisé à ça. Et ce qui fait en fait vraiment une décorrélation. Et alors là, c'est un sujet sociologique, hein, mais pourquoi est-ce qu'il y a un peu de reproduction sociale plus facile entre les riches et pourquoi la classe sociale française peut-être a plus de mal ou l'ascenseur social est cassé. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est de la politique, c'est pas mon domaine. Mais je pense qu'il y a pas mal de questions qui doivent être liées à ça de ce côté-là. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure le podcast? J'ai bien aimé le côté où on parlait de se lancer et de faire des erreurs. Et j'ai une petite phrase fétiche pour ça. Moi, j'aime bien dire que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est tout le temps les montagnes russes, mais il ne faut pas oublier une chose. Chaque mur n'est qu'une porte. Waouh. Chaque mur n'est qu'une porte. J'avais dit l'année dernière à la radio de manière tout à fait naturelle. Et depuis, c'est ma petite phrase. Attends, chaque mur n'est qu'une porte. Attends, j'essaie de comprendre le truc. Ouais, vas-y. J'espère qu'un jour, il y aura des réels Instagram où sera marqué chaque mur n'est qu'une porte, Théo CAC 2023. Ok, on fera ça en réel Instagram si tu veux. Ne faites pas ça après, j'ai avoir un ego de fou furieux. Merci beaucoup Théo pour être passé sur le podcast. C'était très intéressant d'écouter ton histoire et l'histoire de Loubia aussi. Donc merci beaucoup et j'espère que ton récit a inspiré beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes pour entreprendre. Et merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. J'espère avoir apporté le plus de valeur possible. En tout cas, c'était Théo pour le podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve en live action dans les prochaines semaines sur Instagram pour retrouver les réels, tout ce qu'il faut avec. Mais en tout cas, si vous m'écoutez dans vos oreilles, vous êtes en train de marcher, courir, faire à manger. Bisous à vous, bisous à vos familles et à très vite si on se croise. Ouais, carrément. À très vite. Merci Théo. Ciao. Chaque mur n'est qu'une porte. C'est ça. Donc tu vois un mur et tu vois la porte? En fait, chaque mur que tu prends, c'est juste une porte et un apprentissage pour la suite, quoi. C'est de nouvelles opportunités. Ouais, faut se prendre des murs pour... Faut prendre des murs pour ouvrir des portes. Ok, là je comprends mieux, ouais.
Faut se prendre des murs pour ouvrir des portes. C'est ça. Ok, j'y méditerai, ouais. J'y penserai. Après, si tu fonces fort dans un mur, ça devient une porte. Parce que tu casses le mur. Oui. Ouais. Là, il faut un peu plus de moyens techniques, je pense. Faut un peu plus de moyens. Ouais. Faut bien taper dedans.